Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha International. Au cours de cet entretien, je vais vous parler du contact avec les disparus. Nous allons voir les récits de fantômes et de maisons hantées et essayer de comprendre ce qu'il faut en penser. Est-ce que les fantômes et les maisons hantées existent réellement ou est-ce une légende ? Alors, sans pour autant nier la survie de l'âme après la destruction du corps physique, on doit cependant admettre que la plupart des phénomènes de hantise peuvent s'expliquer tout naturellement, sans pour autant faire intervenir l'âme des morts. Le plus souvent, on a affaire à une personne qui est sincère, certes, mais qui se laisse égarer par son imagination. Elle est victime, en somme, d'une sorte d'autosuggestion. La personne croit voir quelque chose, mais en fait, ce qu'elle voit se trouve dans son propre esprit. Ce processus peut parfois être déclenché par un phénomène naturel qui va être mal interprété, par exemple comme une ombre qui se projette sur le sol. Parfois aussi, on a affaire à une mystification. C'est déjà arrivé, parfois pour des sombres questions d'héritage. Maintenant, il y a aussi, dans de nombreux cas, une explication parapsychologique. Et je vais vous parler là d'un phénomène parapsychologique qui s'appelle l'effet P.K. C'est le phénomène d'action de l'esprit sur la matière. Certaines personnes, sous le coup d'une forte émotion, peuvent mettre en action d'une manière inconsciente des forces qu'elles ne peuvent plus ensuite contrôler et qui vont produire des phénomènes très impressionnants. Coups frappés sur les murs, déplacement d'objets, etc. Souvent, lorsqu'on a affaire à un effet P.K., on observe dans les lieux la présence soit d'un adolescent, soit d'une veuve à problème. Il semblerait en fait que l'énergie sexuelle soit impliquée là-dedans. Lorsque l'énergie sexuelle ne peut pas être évacuée dans le cadre d'un rapport sexuel et qu'elle est rentrée à l'intérieur du corps, parfois cette force s'extériorise sans que la personne en question puisse en avoir le moindre contrôle. Alors, bien sûr, une personne équilibrée peut elle aussi utiliser cette même énergie, mais cette fois-ci consciemment. C'est ce que nous apprenons à nos membres à un certain niveau. Donc ça, c'est la première explication parapsychologique, l'effet P.K. Il y a aussi les formes pensées. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de forme pensée ? Eh bien, sachez que la matière, un peu comme une bande magnétique, peut enregistrer des informations et ensuite les restituer. On appelle ça en parapsychologie la psychométrie. Dans certains cas de maisons hantées, on s'aperçoit que les personnes qui étaient autrefois présentes ont été victimes d'une mort violente. Un cas célèbre, c'est la Tour de Londres en Angleterre, où a eu lieu de très nombreuses exécutions capitales. Et là, dans le cadre d'une mort violente, il y a une décharge d'énergie considérable qui se dégage du corps et qui imprègne les lieux, qui imprègne les murs et le sol. Et ensuite, dans certaines conditions électromagnétiques, ces informations peuvent être réactivées et ces scènes devenir visibles aux yeux d'un visiteur. Par exemple, cela peut se produire par soir d'orage, s'il y a de l'électricité dans l'air. Alors, dans ce cas précis, on n'a affaire à aucune matérialisation de fantômes, mais à l'apparition d'une image qui a été enregistrée parfois depuis des siècles dans les murs de la maison. Soyons honnêtes, ce type d'explication ne suffit pas pour rendre compte de tous les cas étudiés. Et au début du XXe siècle, Camille Flammarion a accumulé des centaines de témoignages irréfutables qui relatent le retour des morts parmi nous après leur décès. Et il a fait un livre très intéressant là-dessus qui s'appelle « La mort et son mystère ». Et voici, à la fin du livre, la conclusion de Camille Flammarion. Je le cite. « L'âme est indépendante de l'organisme matériel et continue sa vie après le décès. » Que se passe-t-il lors d'une vision authentique d'un fantôme? Le sujet qui va voir le fantôme est très souvent un être qui est
très sensible, qui a un excellent ressenti, comme par exemple un poète, et également qui est en contact étroit avec son subconscient. Et ça va lui permettre d'entrer facilement en contact avec les plans supérieurs de conscience où se trouve l'être disparu. Alors, le terme vision est vraiment le mot qui convient, car la personne n'est pas directement confrontée à l'être disparu. Il s'agit là, en fait, d'une expérience intérieure. La personne qui a une vision voit en elle-même. Et en fait, ça se passe en 2 étapes. Première étape, il y a un contact qui s'établit entre le sujet et le plan de conscience supérieur, où se trouve l'âme du disparu. Et ensuite, deuxième étape, l'esprit conscient interprète le contact en lui donnant un sens et projette ensuite à l'extérieur l'image de la personne décédée sous forme fantomatique. On peut comparer ça d'ailleurs à la vision ordinaire. Lorsque je vois une chaise dans une pièce, eh bien, mon cerveau, c'est lui qui élabore l'image de la chaise. Il projette ensuite cette image à l'extérieur. Le cerveau reçoit des vibrations. Ces vibrations activent la rétine de mes yeux. Ensuite, depuis la rétine, il y a un courant électrique qui est émis, qui chemine le long du nerf optique et qui atteint le cerveau. Et ensuite, au niveau de l'aire visuelle de mon cortex cérébral, va s'élaborer une reconstitution de l'objet que mon psychisme va ensuite projeter à l'extérieur. Cette idée que je viens de développer prouve qu'il n'y a pas vraiment de fantôme. La vision est le résultat d'une interprétation du cerveau. Et c'est cette même idée d'ailleurs que vous retrouvez dans les images de Camille Flammarion. Je vous cite par exemple Uranie, où il développe ce même concept. Voici ce que Camille Flammarion a écrit dans ce livre. Écoutez bien parce que ces explications sont essentielles. Devons-nous admettre que l'esprit du mort ait réellement pris dans ses apparitions une forme corporelle? L'hypothèse ne paraît pas nécessaire. Pendant nos rêves, nous croyons voir des personnes qui ne sont pas du tout devant nos yeux, d'ailleurs fermés. Nous les voyons parfaitement aussi bien qu'au grand jour. Assurément, ce n'est pas notre rétine ni notre nerf optique qui voit. Nos cellules cérébrales sont seules en jeu. Il y a sans doute ici l'action d'un esprit sur un autre. Certes, l'âme ne se transporte pas en prenant réellement l'aspect d'une personne habillée, mais sans doute l'esprit qui doit apparaître agit directement sur celui du percipient et l'impressionne de telle sorte que celui-ci croit voir, entendre, toucher la personne se présentant exactement sous la forme qu'il connaît. On ne peut être plus clair. Il n'y a donc pas de vêtements d'un fantôme, pas plus que de corps astral. Il n'y a qu'une impression psychique que le cerveau transforme ensuite en image. Ça, c'est le premier type d'explication. Il y a aussi une autre explication qui dit ceci. Tout comme un vivant peut projeter sa conscience vers d'autres lieux, de même, un être désincarné peut se projeter vers des êtres chers. Cette projection, d'ailleurs, se produit souvent au moment de la mort. Exemple, on a quantité de cas comme ça, une mère qui voit son fils mort à la guerre. Si les êtres à qui s'adressent ces dernières pensées sont dans un état de calme et de réceptivité, eh bien, ils pourront percevoir télépathiquement cette projection. Pour conclure cette conférence sur les apparitions de fantômes, je dirais ceci. Beaucoup de gens ont très peur des fantômes, car ils pensent que les fantômes leur veulent du mal. Il y a quantité de personnes, par exemple, qui ne peuvent pas passer la nuit dans leur voiture près d'un cimetière, s'ils sont arrêtés. Et ces personnes vont même jusqu'à craindre leurs propres parents décédés et vont faire des prières pour éviter que leurs ancêtres décédés cherchent à leur nuire. En fait, toutes ces croyances sont ridicules et tirent leur origine de la théologie qui insiste sur la nécessité de purification avant de pouvoir entrer en possession des joies éternelles. Et donc, les âmes impures resteraient à proximité du lieu de leur existence pendant un certain temps
jusqu'à finalement pouvoir un jour monter vers le paradis. C'est la notion de purgatoire. Et pourtant, sachez que le mot purgatoire n'est pas prononcé une seule fois dans la Bible. C'est une pure invention des théologiens. Sachez qu'il est complètement ridicule, en plus de dire qu'une maison ou un vieux manoir est hanté, puisque l'âme, en tant que créature spirituelle, ne peut être limitée à aucun lieu de résidence. Ce n'est pas une maison ou un manoir qui sont hantés, c'est l'univers tout entier. Mardi prochain, nous allons approfondir encore le sujet et aborder la vie d'Allan Kardec, qui, vous le savez sûrement, est le père du spiritisme moderne. À la semaine prochaine.